Bonjour, bienvenue dans l'année 2016. Ici Robin Philpot au micro pour une autre année du Pied à Papineau et une autre émission du Pied à Papineau. J'espère que ces vacances vous ont été agréables, que vous allez connaître une excellente année 2016. 2016 avec des développements toujours assez inquiétants et nous allons essayer de les suivre, que ce soit dans la politique québécoise ou dans la politique internationale, de suivre ici à l'émission Le Pied à Papineau. Nous allons, par exemple, commencer assez rapidement dans cette émission ici aujourd'hui. En première partie, nous allons recevoir M. Alain Nyamitwe, qui est ministre, c'est un honneur et un plaisir, un ministre des Affaires étrangères du Burundi, pour nous parler de ces choses qui sont passées pendant la période des fêtes, une résolution de l'Union africaine, le refus d'accepter cette résolution de la part du Burundi et l'ensemble du contexte dans ce pays important, petit pays, mais pays important de l'Afrique des Grands Lacs. En deuxième partie, nous allons recevoir Agostí Nicolau Coll, qui est vice-président du Cercle culturel catalan au Québec, et il va nous parler de ce qui se passe en Catalogne ces jours-ci, pendant qu'on essaie de former un gouvernement parmi les indépendantistes catalans. Alors, tout de suite après cet enchaînement musical, nous recevrons le ministre des Affaires extérieures, des Relations extérieures du Burundi, M. Alain Nyamitwe. Au début, vers le 20 décembre, l'Union africaine a résolu d'envoyer des troupes, une force de protection et de prévention au Burundi. Quelques jours après, le gouvernement burundais a répondu qu'il n'était pas d'accord avec ça, puis refusait d'accepter le déploiement sur le territoire burundais. Et c'était dans une lettre envoyée par le ministre des Affaires des Relations extérieures et de la coopération internationale du Burundi que cette annonce a été faite auprès de l'Union africaine. Et nous avons l'honneur de recevoir sur nos ondes le ministre des Relations extérieures du Burundi, M. Alain Nyamitwe. Bonjour, M. Nyamitwe. Oui, bonjour, Robin Philpot. Merci d'avoir accepté cette demande d'entrevue. C'est un plaisir pour moi. L'Union africaine a résolu le 20 décembre dernier de déployer une mission africaine de prévention et de protection au Burundi, le MAPROBU, on l'appelle. C'est ça. Même si une telle proposition faite à l'ONU a été refusée, rejetée, votre gouvernement refuse ce déploiement. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi? Tout simplement parce que la décision, si on peut l'appeler ainsi, est une mauvaise conclusion tirée d'une mauvaise prémisse. Dans la mesure où l'Union africaine, le Conseil de paix et sécurité, s'est basé sur des rapports tout à fait discutables, établis par son propre bureau à Bujumbura, pour conclure que le Burundi courait un risque de génocide, je dis bien génocide. Le CPS avait décidé donc de déployer une force de 5000 hommes. Mais nous devons être très clairs. Le Burundi, il a des défis actuellement, mais ne court pas de risque de génocide, puisque comme vous le savez, le Burundi, depuis pratiquement une quinzaine d'années, ne connaît plus la ligne ethnique comme la ligne de la fracture. Nous avons aujourd'hui une situation où les gens s'opposent sur base idéologique, où vous avez des Hutus et des Tutsis dans un camp et des Hutus et des Tutsis dans l'autre camp. Donc vous ne pouvez pas parler de génocide au sens strict du terme. Bon, maintenant qu'il puisse y avoir une situation difficile éventuellement, cela relève de la possibilité théorique, je dis bien théorique, dans la mesure où
encore une fois, les faits sur le terrain ne concordent pas pour arriver à la conclusion de la nécessité de déployer 5 000 hommes. Je dis bien, nous avons été choqués de voir d'abord le chiffre, parce que c'est quand même un chiffre assez élevé pour un pays d'une superficie de 27 834 km². Vous savez que même à l'époque, si on peut se permettre la comparaison, à l'époque du Rwanda, où les choses étaient beaucoup plus compliquées, l'ONU n'avait pas déployé 5 000 hommes. Non. Et aujourd'hui, si vous essayez de comparer ce qui se passe dans d'autres régions, prenez par exemple la République centrafricaine, où la situation est beaucoup plus compliquée, on n'a pas déployé 5 000 hommes. Vous avez quelques contingents à gauche à droite, sauf les forces déployées par leurs pays respectifs, comme la Sangaris française et d'autres qui étaient venus au départ pour stabiliser le pays. Vous n'avez pas 5 000 hommes en tout. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier donc un chiffre aussi élevé? Nous croyons qu'il s'agit là d'une hypocrisie qui cache mal un agenda qui ne serait même pas celui de l'Union africaine, il faut le dire. Un agenda porté par quelques pays, peut-être sur le continent, peut-être même hors continent, et qui serait de nature à vouloir imposer un autre régime. En réalité, ce qui se passe au Burundi depuis quelques mois, c'est un agenda de changement de régime par la force. Ce n'est pas un agenda de lutte démocratique, comme certains l'ont prétendu, puisque, comme vous l'avez suivi, les fausses manifestations violentes, puisque les manifestants, certains d'entre eux en tout cas, avaient des armes à feu durant la période des manifestations, ces manifestations ont échoué. Ce qui a prouvé que le Burundi n'était pas le Burkina Faso, sous Blaise Compaoré. Deuxièmement, après les manifestations, nous avons vu la violence. Nous avons vu le degré de violence dans les quartiers dits contestataires. Les gens ont eu des armes. D'où est-ce qu'ils ont eu des armes? Et comment ces armes sont parvenues dans leur quartier? Est-ce que vous pensez que ces armes sont arrivées juste après les manifestations? Je crois que non. Ils étaient déjà dans ces quartiers dits contestataires. Et donc, aujourd'hui, quand on voit des décisions rapides, coups de canon qui sont prises par certains organes, y compris des organes d'une organisation comme la nôtre, comme l'Union africaine, nous sommes choqués. Choqués choqués, mais le mot est faible, du fait qu'il y a des décisions qui ont été prises, qui défient même la logique elle-même, et qui certainement ne vont pas servir à stabiliser le pays, ne vont pas servir à ramener la paix. Je crois que, sincèrement, la meilleure voie pour stabiliser davantage mon pays, c'est de permettre à toutes les forces vives de la nation, toutes alors, de s'asseoir autour d'une table et de dialoguer, comme ça a été commencé, comme ça va être le cas. C'est un dialogue qui est piloté par la Commission nationale de dialogue interburundais, mais qui est complété aussi par la facilitation ougandaise. Dans tous les cas, il faut absolument qu'on évite de mettre de l'huile sous le feu, parce qu'une force de cette ampleur, de cette grandeur, qui viendrait sur base de fausses informations, qui viendrait, soi-disant, pour protéger les civils, mais en réalité pour permettre un changement de régime, cette force-là se heurterait à une résistance forte, c'est clair, de la population, mais également aurait comme résultat, à la fin, non pas la stabilisation, mais plutôt la déstabilisation du Burundi et de la région par conséquent. Je crois que donc les gens doivent être absolument prudents. Une telle force, de toute manière, nous restons convaincus, ne pourra déployer que si le Conseil de sécurité des Nations Unies lui donne son feu vert. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Nous continuerons de travailler avec tous les membres du Conseil de sécurité, sans exception, pour leur faire comprendre la nécessité d'avoir le pool correct et complet de la situation sur le terrain, et de prendre une décision qui soit sage. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de déployer autant d'hommes pour une situation comme celle de Burundi, qui est maîtrisable. De toute façon, le pays n'est pas en train de sombrer sur toute l'étendue du territoire. Vous n'avez même pas 2% de territoire qui soit en période d'instabilité. Monsieur le ministre Niamitwe, dans votre lettre du 23 décembre,
vous exprimez la position du gouvernement rwandais, c'est votre lettre à l'Union africaine, et vous rappelez dans cette lettre d'où proviennent les attaques contre le Burundi. Pourriez-vous nous en parler? Parce que vous y allez dans votre lettre de façon assez explicite et j'aimerais bien qu'on entende ces faits-là sur les ondes ici à CIBL. Bon, je dois dire que, en réalité, depuis que la crise a commencé, notre gouvernement a toujours fait valoir ces arguments selon lesquels certains éléments probants d'information prouvaient qu'un pays de la région soutenait le mouvement de l'insurrection, de un, et puis de deux, et servait de base arrière pour des groupes qui souhaitaient renverser le régime par la force. Nous avons montré par A plus B que les réfugiés burundais qui se trouvaient dans des camps de réfugiés au Rwanda étaient recrutés par des putschistes, donc ceux qui avaient tenté le putsch du 13 mai sans réussir, mais aussi par des politiciens civils qui avaient juré de mettre le pays à feu et à sang. Et on a montré tous ces éléments non seulement aux Nations Unies, mais aussi à la réunion tenue à New York le 25 septembre dernier de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, dans son format ministériel, où nous avons demandé qu'un mécanisme conjoint de vérification puisse être déployé au Rwanda pour vérifier ces allégations et faire de la diplomatie préventive et éviter effectivement que ce genre de choses ne se multiplient. Hélas, n'auront pas été écoutés puisque ce pays a refusé le déploiement de ce mécanisme. Entre-temps, ce qui était dit par notre gouvernement a été prouvé par d'autres organisations indépendantes, y compris des ONG, qui œuvraient dans les camps de réfugiés pour prouver effectivement qu'il y avait des recrutements. Alors, non seulement il y a eu ces recrutements, mais aussi on a pu trouver des traces de gens qui s'approvisionnaient en armes à partir de ce territoire-là. Et dont un véhicule ou deux ont été attrapés en pleine possession d'armes. Combien de fois est-ce qu'ils avaient fait ce type de transport? Seules les enquêtes pourraient l'établir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas complètement évacuer le fait que des éléments, des citoyens burundais ont reçu une certaine complicité, pour ne pas dire une certaine collaboration et un soutien actif et effectif de certaines autorités rwandaises, ont obtenu du renfort technique, de renforcement des capacités entre guillemets pour former des rebelles à partir des camps de réfugiés pour venir attaquer. Le 10 juillet 2015, une attaque a été complètement écrasée à la frontière avec le Rwanda, une attaque qui provenait de la République rwandaise. Je crois que ce sont des faits assez graves qui perturbent la paix et la sécurité internationale pour qu'on en parle de manière assez claire et assez nette et que tout le monde sache. Puisque de toute manière, ces gens sont des citoyens burundais, un jour ou l'autre, ils seront amenés à rentrer chez eux. Que feront-ils une fois chez eux? Est-ce qu'ils vont vivre, s'intégrer dans la vie sociale sans rien d'autre, ou bien ils vont être utilisés pour permettre davantage le pays? Ce sont toutes ça des questions, qu'on doit poser. Et donc, ne voyant pas l'Union africaine s'attaquer directement à la question de cette manière-là, nous estimons encore une fois qu'il s'agit là soit d'une omission coupable, soit carrément de l'hypocrisie condamnable tout autant. Oui. Je vous rappelle, on parle avec le ministre des Relations extérieures du Burundi, M. Alain Nyamitwe, qui est à Bruxelles actuellement. Monsieur Nyamitwe, dans votre lettre, vous dites que vous déplorez que l'Union africaine ne reconnaisse pas la capacité de votre armée, votre force de défense et de sécurité, d'assurer la protection de la population. Et vous rappelez aussi que dans un débat parlementaire, la position avait été adoptée de façon assez forte par le Burundi. Et
mais pourriez-vous nous parler de la constitution de par exemple, des parlementaires? Ça regroupe Tutsi et Hutu. L'armée regroupe des Tutsis et Hutus, parce qu'on a tendance, ici, dans ce pays-ci, et je pense en Europe aussi, de toujours réduire une crise à une crise ethnique. Et donc, peut-être vous pourrez nous parler un peu d'abord, les forces de sécurité et de défense, mais aussi de la constitution de votre Parlement en termes d'ethnie ou d'origine, là, pour montrer pour expliquer un peu cela. Tout à fait. Il faut remonter peut-être aux accords d'Arusha et aux accords globaux de cessez-le-feu qui ont été signés en 2000 et 2003 pour comprendre l'actuelle composition de nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous n'avons plus, comme à l'époque de Buyoya, une armée à 100% monoethnique. Vous avez une armée Hutu et Tutsi confondus, ou Hutu et Tutsi confondus, se côtoient jour et nuit. Vous avez, selon le texte, l'armée et la police doivent être de 50% composés de Hutu et 50% composés de Tutsi. C'est selon, en tout cas, les décisions disons, qui ont été acceptées lors de l'accord d'Arusha, mais qui ont plus tard été incorporées dans notre propre constitution. Alors aujourd'hui, quand vous essayez de regarder la composition de l'armée, c'est clair qu'une armée qui était à 100% Tutsi jusqu'en 2000 ne peut pas être aujourd'hui à moins de 50% de Tutsi, c'est impossible. Donc vous avez des Hutus qui ont été intégrés dans ce corps à partir des anciens mouvements rebelles qui avaient pris les armes contre l'armée, et vous avez, c'est quand même la même composition au sein de la police. Donc forcément, quand il y a des attaques, ce sont des attaques qui sont combattues par une armée nationale dans cette composition multi-ethnique. Ouais. C'est cette même armée qui se bat en Somalie, qui se bat en RCA, c'est cette même police qui a envoyé des contingents en RCA, qui a envoyé des contingents aussi en Côte d'Ivoire et à Haïti. Et vous avez donc toujours des Hutus et des Tutsis. Par conséquent, on ne peut pas véritablement parler, c'est ce que je disais tout à l'heure, de génocide, que les corps de sécurité seraient contre une ethnie. Loin de là, pas du tout. C'est toujours des hommes Hutus et Tutsis qui se battent contre tous ceux qui voudraient mettre en péril la sécurité de la nation. Cela a été fait pas seulement aujourd'hui. Le Burundi, depuis 2010, a connu 4 ou 5 rébellions. Si vous voulez, je puis vous le dire, qui étaient dirigées pour la plupart par des Hutus. Toutes ces rébellions ont été écrasées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parlerait de génocide alors qu'on n'a pas parlé de génocide lorsque la rébellion de 2000 a été écrasée, lorsque celle de 2014 a été écrasée, lorsque celles qui se sont développées en 2013 ont été écrasées? Pourquoi est-ce qu'on parlerait de génocide aujourd'hui? Il y a donc un agenda. Ouais. Un agenda qui n'est pas nouveau d'ailleurs, qui date d'une année ou deux, lorsqu'on célébrait le 20e anniversaire du génocide rwandais, où les gens ont dit qu'au Burundi, il y aurait un génocide. Ouais. C'est cette rhétorique-là, dans ce discours-là, qu'ils essaient de prouver, qu'ils essaient de rendre correct, même lorsque les faits ne concordent pas exactement avec ce discours. Quant au Parlement, il est clair. Nous avons les accords d'Arusha, nous avons la Constitution, qui sont clairs. Vous ne pouvez pas former d'Assemblée nationale si vous n'avez pas 60% de Hutus et 40% de Tutsis. Vous ne pouvez pas avoir le Sénat si vous n'avez pas 50% de Hutus et 50% de Tutsis. Vous avez aujourd'hui un Sénat à parité complète. 50% Hutus, 50% Tutsis. Vous avez une Assemblée nationale à 60%, 40%, mais en réalité, aujourd'hui, les chiffres sont même beaucoup plus au-delà de ce qui a été écrit dans le code d'Arusha, puisque vous avez plus de 40% de Tutsis dans cette Assemblée. Donc, on ne peut donc pas aujourd'hui accuser le Parlement, accuser l'armée d'être monoethnique ou d'être carrément aveugle à un génocide ou à une extermination, si je puis utiliser ce terme, contre une certaine catégorie de la population. Ce qui est certain, c'est que s'il y a des malfaiteurs, s'il y a des gens qui ont pris des armes contre l'État, je ne pense pas que ce soit seulement au Burundi, ce n'est pas une nouveauté au Burundi. Si quelqu'un prend une arme contre les institutions de l'État, on l'a vu au Canada il n'y a pas longtemps, lorsque les terroristes sont attaqués au Parlement, là, la force a été absolument utilisée.
c'est pareil en France, c'était pareil en France, aux États-Unis et ailleurs. Ouais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas comprendre donc qu'il puisse y avoir aussi une nécessité de l'État de faire usage de la force lorsque la nécessité s'impose. Ce qui est clair et ce sur quoi nous sommes prêts à travailler avec toute la communauté internationale, c'est de s'assurer que l'usage de la force respecte les standards internationalement reconnus. Mais quand même, quand c'est nécessaire, on ne puisse pas, demander aux forces de sécurité de ne pas faire usage lorsque leur propre vie serait peut-être même mise en danger. Oui. Comment, M. Niamitwe, je vous rappelle, on parle avec le ministre des Relations extérieures du Burundi, qui est à Bruxelles actuellement. Comment expliquer que l'Union africaine arrive avec cette proposition-là, alors qu'une proposition similaire avait été faite au Conseil de sécurité, puis ça avait été rejeté sur la base, parce qu'il fallait respecter la souveraineté nationale du Burundi, qui est absolument, à moins d'avoir l'appui du président du Burundi, on ne peut envoyer des troupes. Et l'ONU, ou le Conseil de sécurité de l'ONU l'a reconnu, mais l'Union africaine tente de contourner cette résolution. Comment expliquer cela? Et c'est justement là où son discrédit se trouve. Et c'est là où sa crédibilité se trouve en jeu. Puisque ici, visiblement, on sent très bien que certains acteurs sur le plan international qui n'ont pas pu parvenir à cette solution au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies ont pu trouver un créneau, permettez l'expression, par lequel passer. Je voudrais peut-être informer les auditeurs que durant le mois de décembre, le Burundi présidait le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Figurez-vous que le Burundi n'a pas été consulté, ne serait-ce qu'à titre d'information. Jamais. Il a été carrément mis à l'écart. Un autre pays a pris la présidence, ne serait-ce pour cette session, et cela est correct, conforme, si vous voulez, au protocole qui établit le Conseil de sécurité de l'Union africaine, mais on a quand même été surpris qu'on ne nous a jamais consulté, ne serait-ce que à titre d'information, en respectant notre qualité de président du Conseil de sécurité, puisque de toute façon, le mois de décembre était un mois durant lequel le Burundi présidait. Nous sommes désolés de dire et d'annoncer que, malheureusement, certains acteurs trouvent facile à passer leur message au sein du Conseil de sécurité de l'Union africaine, au sein même de certains organes de l'Union africaine, aux grandes dames des États membres, et ça, c'est regrettable. Il s'agit d'une situation qui devra absolument être corrigée si on doit demain avoir une Union africaine qui respecte les principes de base sur lesquels elle a été établie. Et dans, M. Niamitwe, dans votre lettre à Madame la Présidente de l'Union africaine, vous dites que si le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine devait envoyer une mission de prévention et de protection, ce serait au Rwanda, la source de la menace, qui devrait la déployer, et non sur le territoire burundais. Expliquez-nous cette position-là, parce que et pourquoi on ne songe pas à un tel déploiement? Bon, en réalité, nous, en l'écrivant, nous voulions en même temps attirer l'attention de l'Union africaine sur certains faits, sur certains actes qui, au niveau régional, menacent la paix et la sécurité, mais qui passent inaperçus. C'était une façon de dire, attention, Union africaine, votre responsabilité sera engagée si demain la situation venait à s'aggraver du fait de votre cécité sur les réalités qui se déroulent, qui s'observent dans la région. Ici, c'était donc, si vous voulez, un clin d'œil que nous faisions à l'Union africaine. Nous savons que, bien entendu, ils vont pas le faire puisqu'ils n'avaient pas pris la décision pour ce pays-là. Mais ici, nous étions en train de dire, voilà, vous savez, il y a des choses que vous ne voulez pas voir, des réalités qui sont de l'autre côté, qui sont beaucoup plus porteuses
déstabilisation non seulement du Burundi, mais aussi de toute la région, si vous n'y prenez garde. Et donc, si vous voulez, nous avons dit et redit à l'Union africaine, attention, demain, vous risquez de verser des larmes de crocodile si jamais demain, il y avait une dégradation davantage de la situation suite aux actes qui sont posés et qu'on connaît par ailleurs. Des actes qui sont documentés. Je crois que nous ne sommes pas les seuls à le dire. Si vous voulez avoir plus d'informations, demandez au département d'État, ils vont vous le dire. Si vous voulez avoir plus d'informations, demandez au HCR, ils vont vous le dire. Si vous voulez avoir plus d'informations, demandez à toutes les chancelleries qui sont représentées à Kigali, ils vont vous le dire. Nous ne sommes pas en train d'inventer. Nous n'inventons rien du tout. Que les gens n'aillent pas dire que nous sommes en train d'inventer. Nous disons des choses qui sont vérifiées et vérifiables. Nous pouvons prouver ce que nous disons. Mais si donc ce que nous disons est vérifiable, si donc ce que nous disons est documenté, pourquoi diantre l'Union africaine ne l'a pas vu, ne l'a pas entendu? Et pourquoi l'Union africaine ne voudrait rien dire ou rien faire par rapport à ça? C'est toute la question. Oui. Monsieur Alain Nyamitwe, ministre des Relations extérieures du Burundi, vraiment votre témoignage est fort important et puis je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler s'il y a d'autres événements dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. C'était M. Alain Nyamitwe, ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale du Burundi, qui nous parlait de Bruxelles. Je pense qu'encore, je lance ce défi aux médias ici à Montréal, partout au Québec, au Canada, de donner l'occasion au porte-parole du gouvernement burundais pour qu'il donne leur position, parce qu'on a toujours une interprétation un peu biaisée. Par exemple, deux chercheurs ont écrit dans Le Devoir aux alentours du 31 décembre, je pense, où ils parlaient en faveur du déploiement d'une force africaine. Dans cet article-là, il y a eu des erreurs de fait tout à fait inacceptables qui cachaient, en fait, une interprétation tendancieuse de l'histoire du Burundi, l'histoire de la région des Grands Lacs. Par exemple, ils ont osé dire qu'un président Hutu du Burundi est mort dans un accident d'avion. Il s'appelait Cyprien Ntaryamira, qui était président du Burundi en 1994. Et selon ces chercheurs universitaires, il serait mort dans un accident d'avion. En fait, il est mort avec le président rwandais quand leur avion a été abattu par un missile sol-air tiré, selon toutes les informations et tous les témoignages qu'on possède, par des agents, par des membres du Fonds patriotique rwandais sous le commandement de l'actuel président rwandais Paul Kagame. Autre erreur de fait important, ils ont dit que le président burundais, Pierre Nkurunziza, a été élu en 2005, en 2012 et encore en 2015. Erreur. Il a été choisi pour diriger le pays en 2005 par les parlementaires. Il s'est présenté aux élections au suffrage universel en 2010. Il a gagné haut la main et il a gagné haut la main encore. Donc, des erreurs de fait qui cachent une interprétation tendancieuse et puis qu'ils utilisent pour défendre ce déploiement des troupes. Merci à Zachary Abed pour la mise en onde. Écrivez-nous lepierrepapineau en un seul mot @cbl1015.com. lepierrepapineau @cbl1015.com. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Restez à l'écoute de CBL et bonne semaine à tous.